Dans une région aussi vaste que la Nouvelle-Aquitaine, s'il fallait un trait d'union, ce serait sans doute un ballon ovale. 120 ans après la naissance d'un premier club à Bordeaux, le rugby à 15 a peu à peu gagné toute la région. Un sport symbole d'identité, de solidarité, d'authenticité. Mais c'est aussi devenu un spectacle avec son argent, ses blessures de plus en plus graves et même ses soupçons de dopage. Alors, le rugby a-t-il vraiment changé? Réponse dans cette enquête de région. La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région de France en nombre de licenciés en rugby. Ici, au Pays Basque, on compte même 2 clubs professionnels, Biarritz et Bayonne, où nous sommes donc pour cette enquête de région. Le rugby est ancré dans notre histoire locale, dans notre économie aussi. En France, selon la Ligue nationale de rugby, le rugby pro pèserait 1 milliard d'euros. Cette pression de l'argent et donc du résultat est-elle en train de bouleverser ce sport populaire? La santé des joueurs, la vie des clubs, le rugby des villages, en souffre-t-il déjà? C'est ce que nous allons voir. Aramitz, un rugby village synonyme de fête qui respire la spontanéité et la simplicité du sport amateur. Rugby réussite à La Rochelle, où comment une tempête teintée de jaune et noir génère la plus belle vague de supporters en France. Une grande fierté, ça c'est indéniable, une grande fierté pour tout le monde. Je crois que même le public a le droit d'être fier de ce qu'il réalise. Le poids économique d'un club de rugby. À Brive, enquête autour de la vérité des chiffres. Cela fait moins de 25 ans que le rugby français est entré dans l'ère du professionnalisme. Qu'est-ce que cela a vraiment changé? Je poserai la question à mes invités Pierre Berbizier et Yves Apriou, 2 grands noms du rugby français. Un rugby professionnel qui est en pleine croissance et cela contraste avec les difficultés du monde amateur. Direction Aramitz pour notre première enquête. Ce village au cœur de la montagne béarnaise se bat comme beaucoup d'autres, vous allez le voir, pour conserver son club de rugby, véritable lien social de toute une vallée. À flanc de la montagne béarnaise, au cœur de la vallée du Bar-et-Tous, Aramitz, 700 habitants. Avec Arrête et Lannes, les villages de la vallée ne font qu'un autour du club de rugby. À l'entraînement, 2 retardataires, les frères Lapeyre. En attendant que les frangins arrivent, on va repartir. Qui pourrait leur en tenir rigueur? Venez les deux. Ils sont bergers et arrivent en hâte de leur travail. C'est de passer très vite d'une situation. On sait très bien qu'ils ont des contraintes, donc on les attend, on patiente, on ronge notre frein, on râle des fois, mais c'est comme ça, c'est mieux les amateurs. C'est des gens adorables qui donnent tout, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut reprocher à des gens qui donnent tout? Le rugby n'est que plaisir. Le quotidien, l'élevage de 700 ovins. On y arrive. Il y a des compromis à faire. On ne peut pas arriver à l'heure aux entraînements. Ça arrive de louper les décrassages le dimanche matin. Il faut prendre la voiture pour aller en déplacement, mais on y arrive encore. Mais ça va. On est nos propres patrons, donc on s'arrange lundi matin à bosser un peu moins. On est content quand même d'aller aux entraînements. Ça coupe un peu de la routine, de retrouver les copains, de manger après avec les copains le soir. Non, on est content, au contraire. Les contraintes ne sont guère un frein. Plus ardu, les problèmes d'effectifs qui se posent avec d'autant plus d'acuité pour les clubs de campagne et de montagne. D'accord? On doit s'équilibrer. Ce rugby de clocher est fortement ancré en France, aujourd'hui encore dans les villages. Même si tout le monde commence à prendre conscience que les démographies vont nous obliger à pratiquer un rugby différemment, très certainement pour évoluer vers un rugby de territoire. Les fusions aujourd'hui sont la solution, je pense, à cette problématique. Fusion avec le club voisin, naturel, logique. Alors, Aramitz s'est tourné vers la vallée la plus proche, celle de Barcus, en Pays Basque. Et là, refus. Pourtant, les Sloutins sont confrontés au même problème d'effectifs.
Mais il rejette la proposition, certainement par souci identitaire ou antagonisme basco-béarnais. Ici encore, on n'était pas prêt à faire une entente de seniors. Voilà. Enfin, voilà, c'est ce qui avait été décidé entre tout le club. Moi, je suis un président, on est un club de bénévoles et c'est la démocratie qui décide. Allez. Conséquence de la querelle, l'entente des écoles de rugby entre Aramis et Barcus, née il y a 35 ans, a volé un éclat. Barcus s'est tourné vers le Pays Basque. Aramis joue désormais sous bannière béarnaise. On est en entente avec l'école de rugby d'Oloron. Et donc maintenant on s'entraîne deux fois par semaine et tous les mercredis, simplement pour les moins de 14 et moins de 12. La foi des éducateurs est restée intacte. Parmi eux, Étienne Serna, figure du club, enfant du village. L'ancien président, ça c'était Maurice Miramont. Il a joué au plus haut niveau à la section paloise. Il assure aussi le ramassage de l'école de rugby. On va s'entraîner à Arrête en salle vu les conditions climatiques. Et donc on récupère ceux d'Aramis pour aller à la salle polyvalente d'Arrête. On s'applique, c'est l'entraînement, on ne peut pas faire tomber les ballons là. À 37 ans, celui qui a fait vivre ses plus belles épopées au club en Fédéral 2 s'est donné une feuille de route. J'ai terminé à Aramis parce que j'avais envie de terminer à Aramis, c'était mon club de cœur. Et là, par cette activité d'éducateur, je repars un petit peu aux sources, ce que j'ai vécu avec mes premiers éducateurs, et j'essaie de retransmettre la même passion, essayer d'amener tous les gamins avec une licence en senior. Ça serait la plus belle des récompenses. Éducateur, chauffeur le mercredi et maire tous les jours de la semaine. Son charisme l'a conduit jusqu'au fauteuil de premier magistrat de la commune. Il reste convaincu du rôle essentiel des associations, à l'image de celle du rugby. Elle dynamise le village et on en a réellement besoin. Donc il y a une vraie vie derrière. Ce tissu associatif est très important pour les petites communes rurales. On a encore beaucoup de bénévoles. C'est très basé sur le bénévolat, l'entraide, la solidarité. Et donc oui, c'est une association phare pour le village. Lutter contre la chute des effectifs, comme dans tout l'Hexagone, un combat journalier. Au problème démographique s'ajoute la palette alléchante de tous les autres sports. Ça fait longtemps que je pratique l'escalade et je préfère. À Oloron, par exemple, l'escalade compte 2 fois plus d'adhérents que le rugby. Malgré tout, le rugby continue de rythmer la vie non seulement d'Aramis, mais de toute la vallée. Les conversations débordent jusqu'au village voisin d'Arrête où tout le monde s'implique, du boulanger au boucher. Tous les matchs qui se passent à Aramis, on a un repas avant match, le repas des supporters, où on est ça dépend, 30, 40, 50, et voilà, bon, on participe un petit peu. C'est parce que j'aime ce club, c'est le club de toujours. Dimanche, jour de match, grand-messe des supporters avec le traditionnel repas au stade d'Aramis. Les agapes ou la viande de Michel le boucher grillent sans problème sous la vigilance des cuisiniers bénévoles. Chacun à son poste, service 4 étoiles pour des retrouvailles gourmandes et passionnées. On est tout mélangé. Il y a des Béarnais, des Ossalois, des Barretonnais. C'est toutes les vallées qui sont là. Et vraiment, on est heureux. On essaie de remotiver un peu tous les anciens pour redonner un peu de vie à ce club qui en a bien besoin. Parce que c'est la mort des petits villages si on n'arrive pas à se réunir, à se regrouper pour faire vivre par le rugby, quoi, hein. Parce qu'aujourd'hui, si on enlève le rugby dans tous nos petits villages, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura, quoi, hein. On n'en parlera plus de nous. L'affluence sera belle malgré la pluie persistante. Ici, on n'enseigne pas la ferveur, on l'a en soi. Bien vert, bien. Les supporters se pressent dès le coup d'envoi du lever de rideau. On attend ça toute la semaine, hein. C'est de revoir les copains, de se retrouver ensemble, voilà. Hein. L'équipe réserve, emmenée par le capitaine Nicolas Lapeyre, s'impose face au Basque de Saint-Palais.
La victoire n'est que la moitié du plaisir. Ça fait bien de se défouler un peu. Après, j'ai 34 ans, je suis plus vieux du club. Donc ouais, ça, le jour où je vais arrêter, je sais que ça va manquer, mais bon, je ne pourrais pas le faire éternellement. Ouais, non, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, après le match? Là, on va boire 2 bières, et puis après à 5 heures, je vais aller re-soigner les brebis et traire. Il y avait un moment que... Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas envie, et là aujourd'hui on a retrouvé de la vie, en plus ça tombe bien. Il y a tout qui est beau, il y a eu un joli repas à midi, et bon, aujourd'hui je suis content. Place maintenant au petit frère, Pierre avec son numéro 6 et aux choses sérieuses. L'équipe Fagnon, première de sa poule de Fédéral 3, doit continuer la course en tête face à Saint-Palais. Inquiétude dans les tribunes. Le dernier du classement tient tête au leader. Assis dans les travées, 2 fidèles, les fleurons du club, Bastien Pourailly, professionnel à la section paloise, et Peyo Muscarditz à l'Aviron Bayonnais, incarnent la réussite de la formation d'Aramitz. Le club nous a inculqué des valeurs d'humilité, de respect et tout ce genre de valeurs, et je pense que c'est vraiment important de savoir d'où l'on vient. Et voilà, à chaque fois que je porte le maillot de la section, je pense à Aramitz. Quand on revient ici au match, ça fait toujours plaisir, on revoit nos copains. Des fois on en a même la boule au ventre parce que c'est notre club de cœur, quoi. Donc on aimerait que ça gagne tout le temps et c'est pas toujours facile comme on peut le voir cet après-midi. Mais tout se passera bien. Et avec panache. Là où est la victoire, se niche aussi le cœur d'Aramitz. Notre fonds de commerce, c'est surtout la solidarité et envie de faire plaisir à nos supporters. Aramitz s'est promis de vibrer encore longtemps avec les chants des enfants du pays. Le rugby a su préserver en mode de vie le leur, celui qui réunit toutes les générations de la vallée. Bon, Edmond Ataya, dans 30 ans de carrière médiatique dans l'univers du ballon ovale, le rugby a peu de secrets pour vous. À votre avis, ce rugby des villages que l'on a vu dans votre enquête est-il condamné? Moi, je vous dirais que non, mais enfin, il s'érode sérieusement quand même. Il y a d'abord, on est dans une société de loisirs, il y a bien sûr toute la palette des sports autres que le rugby. Et puis, il y a également un fait sur lequel devraient réfléchir les dirigeants du rugby, c'est que le rugby professionnel renvoie une image négative, je dirais, du rugby. On voit des gens de plus en plus forts, qui courent de plus en plus vite, des chocs inouïs. Et donc, cela donne une image un petit peu anxiogène aux parents qui ne veulent plus mettre leurs enfants dans ce jeu de massacre dans l'école de rugby. Donc je crois qu'il y a une image quand même négative qu'il faudra peut-être gommer. Et pourquoi ce rugby professionnel n'aide-t-il pas plus le rugby amateur? C'est la course à l'armement. Les clubs pros sont obnubilés par le rendement. Il faut des joueurs qui soient opérationnels tout de suite. On va chercher des étrangers, on s'attache peu à la formation. Alors depuis peu, bien sûr, on a pensé à une indemnité de formation pour les joueurs qui viennent de ces petits clubs, mais elle est dérisoire, l'indemnité de formation, et les clubs vont chercher les jeunes, de plus en plus jeunes, bien sûr, dans ces clubs. On l'a vu à Aramitz, il y avait 2 gamins, 2 frères, 12-14 ans, ils sont déjà contactés par une équipe pro, donc il y a très peu de retours, et puis les clubs pro se disent que c'est pas leur affaire. Donc ça veut dire clairement que le rugby professionnel doit se remettre en question aujourd'hui? Oui, il faut qu'ils se remettent en question. Mais je crois qu'il y a une histoire de proximité. Si on ne veut pas se couper du rugby amateur, il faut que les clubs professionnels ne se coupent pas de ce rugby amateur, qu'ils engagent des joueurs qui sont du cru. Il ne faut pas oublier cette proximité. Et chez les dirigeants aussi. Tenez, ici, nous sommes à Biarritz. Et ici, les dirigeants qui viennent de prendre le pouvoir, parce qu'ils ont l'argent, ils ont écarté de façon un petit peu cavalière l'ancienne équipe, celle de Serge Blanco. Serge Blanco qui est l'un des plus grands joueurs de la planète, comme quelqu'un qui ne compte pas. Et ça, je crois que si le rugby professionnel se coupe là de cette tradition, le rugby, c'est un sport régional, c'est pas un sport planétaire comme le football. Et je crois qu'il faut s'attacher quand même à cette proximité, que l'on soit joueur, que l'on soit dirigeant.
J'ai quitté le stade Aguilera de Biarritz pour l'école de rugby de Biarritz. À voir tous ces jeunes, on a peine à croire que ce sport perd en attractivité et pourtant on l'a vu dans notre première enquête et les chiffres sont là. Le nombre d'inscrits diminue dans les écoles de rugby. 16 000 en moins ces 5 dernières années. C'est Bernard Laporte qui le dit. Et cela inquiète le nouveau patron de la Fédération française de rugby. Il a décidé de miser sur la formation pour essayer d'enrayer cette hémorragie. Bonjour les garçons. Bonjour. Bon alors, ça fait combien de temps que vous faites du rugby? 3 ans. 3 ans? 6 ans. 6 ans déjà? 6 ans. 6 ans aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le rugby? C'est un sport très collectif. On ne pense pas qu'à soi. Et s'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a plus d'équipe. Comme j'ai vu mon frère en jouer, je me suis dit que, comme j'aimais bien, je me suis dit que je pourrais essayer. C'est quand même très physique comme sport, il y a des contacts et tout. Oui, il y a beaucoup de contacts, ça dépend. On peut jouer à l'évitement, au contact. Voilà. Et quand vous voyez les joueurs professionnels aujourd'hui avec le risque de blessure et tout, ça vous fait pas peur? Non. Ça dépend lesquels. Parce qu'après ça dépend, parce que quand il plaque en haut, alors qu'il faut plaquer en bas. Et vos parents, ils vous en parlent du rugby, dans les pros, oui. Ils en disent quoi? Il faut faire attention, qu'il faut faire surtout attention, qu'il faut bien mettre la tête. Il ne faut pas plaquer entre les jambes. Oui, parce que tu peux te casser les cervicales. Vous voulez faire professionnel, vous? Oui. Ah oui? Après, ici, vous allez faire quoi? Après, on fait 2 ans de Benjamin, après minime, 2 ans de minime. Voilà. Et après, vous jouerez plus ensemble, peut-être? Ouais. Ça dépend s'il y en a, ils jouent en équipe 2 ou en équipe 1. Je vais vous laisser retourner à l'entraînement. Bon courage. Merci. Joue. Placez-vous. Bon Adrien, est-ce que là, on enseigne aujourd'hui le rugby comme il y a quelques années? Les éducateurs sont formés, ils ont des brevets fédéraux, ils ont des formations en interne. Donc forcément, ça change par rapport à quelques années. Et au niveau du jeu en lui-même, c'est quand même un jeu plus rapide, plus physique. Ils voient les images des pros, des matchs internationaux, donc ils ont envie de reproduire ça. Après, on est tout le temps, nous, dans la sécurité du joueur, pour qu'il n'y ait pas de blessés. Alors forcément, de temps en temps, il y a quelques blessures, mais à l'école de rugby, jamais de rien méchant. Et cette image, entre guillemets, de violence que peut montrer le sport au niveau international, le rugby au niveau international, les parents, ils vous en parlent? On en parle ici à l'école de rugby? Oui, on échange beaucoup avec les parents sur ce qu'ils peuvent voir à la télé. Après, ils assistent aux entraînements, ils assistent aux tournois, ils voient bien que la sécurité est le mot permanent ici. Après, il ne faut pas oublier que c'est un sport de contact, c'est un sport de combat. Et c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu, et à partir du moment où ils prennent du plaisir en sécurité, c'est le plus important. Merci Adrien. Biarritz et Bayonne, où je retrouverai tout à l'heure Pierre Berbizier, sont parmi les 10 clubs professionnels de la région. La moitié évolue dans l'élite, le top 14, dont La Rochelle. C'est là où nous allons pour notre nouvelle enquête sur le poids économique du rugby dans la région. Car le Stade Rochelais affole tous les compteurs. Des matchs à guichet fermé, des centaines d'entreprises partenaires, des millions d'euros investis chaque année. Quelle est la recette de ce succès? Et cette croissance folle est-elle risquée? Regardez. Un stade à guichet fermé depuis plus de 2 ans. Plus de 13 000 abonnés, un record en France. Depuis sa remontée en top 14, le Stade Rochelais affole les compteurs. Comment le club est-il parvenu à attirer les foules? Comment s'est-il structuré pour offrir le spectacle sportif incontournable en Poitou-Charentes? Plongé au cœur de la fièvre jaune et noire. Un jour de match à La Rochelle débute toujours en fanfare. Dans un bar de supporters, la banda de la Corniche donne le ton. Qui tient les docs? C'est nous! Qui tient le choc? C'est nous! Derrière les tribunes du stade de Flandre, les bagnards révisent leurs classiques. 2 ambiances, une même passion, le Stade Rochelais. Quand on parle des joueurs, on dit nous. C'est pas eux qui jouent, nous on joue avec eux.
Ce jour-là, le Stade Rochelais est opposé aux Harlequins de Londres. En jeu, une qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Une rencontre historique, un événement à ne pas rater pour tous les supporters jaunes et noirs, à l'image de Danielle Couillot, fan du Stade Rochelais depuis sa plus tendre enfance. Elle ne rate pas un match, à domicile comme à l'extérieur. J'avais 12 ans, j'habitais Port-Neuf, pas très loin, là derrière les tribunes actuelles. Et avec mon papa, on venait en deuxième mi-temps, parce qu'on ne payait pas, alors c'était mieux. Et puis après, j'ai continué à venir ici. J'avais 12 ans, j'en ai 68, bientôt 69, donc ça fait un bail. Comme Daniel, ils sont 13 400 abonnés. Un public familial composé pour un quart de femmes. 90% vivent en Charente-Maritime. Les plus éloignés viennent de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Tous contribuent à la meilleure ambiance sportive du Poitou-Charentes. Une ambiance décuplée lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Un moment particulièrement apprécié par le demi de mêlée Alexis Balès, Rochelais depuis 2 saisons. Qu'on soit devant, derrière au score, ça pousse. Et voilà, le fait de rentrer dans un stade comble comme ça décuple tes énergies et tu as envie de toujours faire mieux pour toi, mais pour ce public aussi. Cette ferveur du public n'est pas nouvelle. Novembre 1978, le Stade Rochelais réalise l'un de ses plus beaux exploits. Patrick Ramos et ses coéquipiers dominent Béziers, le double champion de France invaincu depuis 31 matchs. 6 000 spectateurs ont pris place dans le stade de Flandre, la majorité debout, derrière la piste d'athlétisme. Tous les dockers de la palisse qui faisaient des travaux très difficiles, ils communiaient complètement avec l'équipe sans connaître les joueurs et sans connaître les règles. Et ils venaient supporter l'équipe à pied ou en vélo avec leurs parents et les pères avec leurs enfants. Donc il y a toujours eu cette ferveur parce que La Rochelle c'est l'Atlantique, c'est une ville huguenote. Il y avait les chantiers navals, il y a toujours eu cette ferveur populaire. Suivez bien l'action. Elisal va sortir la balle du paquet, lancer... Créé en 1898, le club fête cette année ses 120 ans. Plus de la moitié passé au premier ou deuxième niveau français. Supporter depuis 63 ans, Jean-Michel Blaiseau en est l'historien, le témoin privilégié de la passion des Rochelais pour le rugby. Le public a toujours été ici très enthousiaste, très présent, très fidèle, parce que même lorsqu'on était un peu au creux de la vague, j'aurais souvenir dans les années 2003, 2004, quand on était au creux de la vague, il y avait encore 5 à 6 000 personnes. Donc c'est un noyau dur qui a toujours été une des forces vives du club. Une force vive, puisée au cœur des 160 000 habitants de l'agglomération rochelaise. Si au quotidien, la ferveur des supporters n'est pas forcément visible dans les rues de la cité maritime, il faut pousser les portes de l'une des boutiques du club pour se rendre compte de l'engouement. T-shirt pour mon petit-fils qui a 5 ans. 5 ans. Alors ça va être à l'étage, les enfants. D'accord. Un nombre le traduit, 2 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires du merchandising, multiplié par 5 depuis 2011. Quand on habite La Rochelle, on a tous la passion du Stade Rochelais. Vous aussi, vous y allez ? Oui. Enfin, j'y vais, j'aimerais bien y aller parce qu'on est sur liste d'attente pour notre carte d'abonnement. Mais je suis une fidèle supportrice. Une liste d'attente pour s'abonner, c'est la particularité du Stade Rochelais. Face aux Harlequins, comme pour tous les duels de Champions Cup et de championnat depuis janvier 2016, le Stade de Flandre affiche complet, 16 000 personnes en tribune. Une réussite des dirigeants qui ont su fidéliser leur public, une fierté pour le président Vincent Merlingue, à la tête du club depuis 27 ans. Une grande fierté, ça c'est indéniable, et une grande fierté pour tout le monde. Je crois que même le public a le droit d'être fier de ce qu'il réalise, de ce soutien qu'il apporte au club. Je pense que c'est
la politique sportive, la stratégie de développement du club auquel tout le monde adhère, qui fait que les supporters, notre public, ils ont envie d'être membres de ce club, de le soutenir, d'appartenir à ce Stade Rochelais qu'ils aiment par-dessus tout. Et le fait de s'abonner, 13 400 abonnés, on est le meilleur club français, c'est un signe fort de ce désir d'appartenance et c'est un soutien extraordinaire pour nous qui sommes en charge de la gestion de ce club. Cette gestion est conduite par un ancien joueur, Pierre Vénère, directeur général depuis 2010. Cette année-là, le Stade Rochelais remonte en top 14 après 8 saisons en Pro D2. Mais il n'y restera qu'un an, un échec sportif, une prise de conscience. On se dit qu'il faut revoir certaines choses, se remettre en question et en même temps on est super surpris de l'engouement qu'on a pu déclencher en voyant des entreprises et des supporters déferler depuis toute la région Grand Ouest. Donc on se rend compte qu'on avait un peu sous-estimé le potentiel du club, mais en même temps qu'on avait beaucoup de travail à réaliser pour rattraper le niveau du top 14. Et donc on se met au boulot, on écrit un projet de développement qu'on a appelé Grandir Ensemble 2015, qui nous donne toute une stratégie pour renforcer le sportif, renforcer le budget du club et puis développer nos infrastructures et le stade en particulier. Le Stade de Flandre, sa transformation entamée en 2010 s'accélère. Création d'une nouvelle tribune, agrandissement des anciennes, l'enceinte se ferme et passe de 12 à 16 000 places. En 4 ans, le club investit 16 millions d'euros, auxquels s'ajoute l'apport financier de fidèles partenaires. Une mutuelle engagée depuis 1996 donne son nom à une tribune et au nouveau centre de performance créé en 2017. Un double naming pour faire connaître sa nouvelle identité. Ce qu'on essaye de faire, nous, avec nos adhérents, c'est probablement un peu la même chose que ce que le Stade de Rochelais essaye de faire avec ses supporters. C'est-à-dire installer une fidélisation, créer des conditions pour que aller au stade, c'est naturel. Et ben, si on pouvait avoir la même chose et venir à Piviac, que ça devienne naturel, ça serait parfait. Et puis il y a une chose qui est importante, à mon avis, à signaler, c'est que je pense que c'est un club qui a réussi à grandir sans perdre son âme. C'est-à-dire que la culture du club est tout le temps est restée très cohérente. Et donc, ça participe beaucoup, je crois, au succès du club, ça. Pour accueillir ses partenaires, 34 loges et 7 espaces de réception, 3000 m² au total. 3200 VIP assistent à chaque rencontre. Le Stade de Flandre est devenu un outil économique. La fièvre jaune et noire est contagieuse. En 7 ans, le nombre d'investisseurs double. Ils sont plus de 600 cette saison. Multiplié par 2,5, le chiffre d'affaires atteint 11,5 millions d'euros, car certains sponsors augmentent leur participation pour accompagner l'évolution du club. C'est le cas de cette entreprise de 1300 salariés, spécialisée dans la fabrication de produits bio, basée en périphérie de La Rochelle. Petit partenaire en 2001, elle investit aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Son président fondateur, Charles Kloboukov, fait désormais partie des actionnaires du Stade Rochelais. Investir dans le Stade Rochelais, effectivement, c'est déjà le fait de partager effectivement des valeurs et des engagements sur une autre manière d'appréhender le développement, avec une gouvernance collégiale, un club populaire, de l'humilité, de l'ambition, une politique de formation, de l'investissement sur du long terme, et la volonté de rester, comment dire, accessible, mais en même temps spectaculaire. Grandir ensemble 2015, l'objectif de développement du club est atteint. Aujourd'hui, le budget prévisionnel du Stade Rochelais avoisine les 25 millions d'euros, 3 fois plus qu'en 2010-2011. C'est vrai que le club aujourd'hui ça est pérennisé. Aujourd'hui dans le top 14, il va continuer de grandir. Maintenant, après le club, il y a l'équipe. Cette équipe, elle se doit, elle a pour moi l'obligation et le devoir de se donner des objectifs ambitieux parce qu'elle en a les moyens. L'ambition, devenir un acteur fort du top 14 à l'horizon 2020, c'est l'axe de développement depuis 2016.
Le recrutement du double champion du monde néo-zélandais Victor Vito en est l'illustration. Patrice Colazo et ses adjoints vont y parvenir plus rapidement que prévu. 3 ans seulement après sa remontée en top 14, le Stade Rochelais termine premier de la saison régulière et dispute une demi-finale de championnat. L'équipe régale le public jusque sur la scène européenne. Même Jean-Pierre Elissalde, l'un des plus illustres joueurs et entraîneurs rochelais, manque de superlatifs. Je me régale, franchement je me régale. Le rugby est beau, c'est sain. Le manager Patrice Colazo, un gant de fer. Alors je ne sais pas s'il a une main de velours, je ne la vois pas beaucoup. Ça c'est pour c'est leur intimité. Mais le gant de fer il l'a, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc puis on ne réussit pas tout seul. Donc c'est vraiment un beau travail d'équipe, de staff, et de staff au pluriel. Et après une belle équipe et un bel effectif. Ouais. Voilà, un régal. Du spectacle, un public et des partenaires fidèles et de plus en plus nombreux, un budget en hausse et des résultats. Ce soir-là, le Stade Rochelais écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Un succès face aux Harlequins le qualifie pour la première fois pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. C'est la fin du match et c'est une victoire de La Rochelle 16-7. On n'a jamais connu ça, donc c'est que du bonheur. C'est un beau moment qui nous font vivre, partager, c'est formidable. On a une montée en puissance depuis 3 ans, magnifique, magnifique. Quand on a gagné en fin de match, je suis toujours très, très prise. Là, c'est pas de l'amour, mais presque. Le Stade Rochelais entre dans le cercle des 8 meilleures équipes européennes. 7 ans après leur changement de cap, les dirigeants peuvent admirer le chemin parcouru. Il y a une vraie fierté, il y a un vrai bonheur. C'est vrai que je suis amoureux de ce club. J'y ai joué, j'ai une relation forte avec mon président. Et voilà, il y a une part de fierté, mais comme la fierté qu'on peut ressentir quand on voit ses enfants grandir, je pense. Voilà, c'est une fierté affective. On dit qu'on apporte de l'oxygène à ce sport et à ce top 14 en particulier, voire à la Coupe d'Europe. Vous vous rendez compte, on nous dit ça. Bon, c'est formidable. Je veux dire, on a vraiment une image forte et ça doit être la fierté pour nous tous, hein, les dirigeants, partenaires et publics, bien évidemment les joueurs. Les dirigeants du Stade Rochelais sont déjà tournés vers un nouveau projet à horizon 2023. La fièvre jaune et noire n'est pas près de retomber. De retour au Pays Basque pour la suite de cette enquête de région sur le rugby. Le rugby, aujourd'hui deuxième sport en France derrière le football pour son poids économique. Ce rugby a-t-il vraiment changé? C'est la question à laquelle on répond aujourd'hui. J'ai quitté le stade de Biarritz pour celui de sa voisine Bayonne pour y retrouver le manager général de l'Aviron bayonnais, une figure du rugby français, Pierre Berbizier. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je précise qu'avant Bayonne, vous avez été sélectionneur national, équipe de France dans laquelle vous avez joué durant 10 ans et vous avez été aussi champion de France avec Agen. On va parler de ce rugby français international que vous avez vu évoluer. Toujours plus de vitesse, toujours plus de contact aussi et parfois de plus en plus violent. Est-ce que l'esprit du rugby est toujours là ? Écoutez, j'espère que oui. Donc on voit une évolution forcément dans la forme du jeu avec
des athlètes aujourd'hui qui se préparent, donc toujours plus de vitesse, toujours plus de densité. Donc forcément les contacts sont de plus en plus durs. Maintenant il faut dire que les joueurs se préparent beaucoup mieux et peuvent récupérer beaucoup mieux. Donc c'est une évolution dans la forme. Maintenant sur le fond, je crois que les principes de ce jeu restent les mêmes. Et la santé des joueurs est-elle suffisamment prise en compte ? C'est le débat aujourd'hui, notamment avec les commotions dont on parle beaucoup. Je crois qu'il faut effectivement préserver la santé du joueur. Je crois qu'il faut l'aider à se préparer mieux, à récupérer mieux. Il y a du côté médical des soins et très attentifs à cette situation. L'enchaînement des matchs, la pression du résultat font qu'on oublie parfois effectivement la santé du joueur qui n'est pas toujours préservé. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous ressentez cette pression du résultat liée à l'enjeu financier, plus qu'avant ? L'enjeu financier, forcément, est là dans un monde professionnel. Donc maintenant, il faut savoir, il n'y aura qu'un champion à la fin de chaque saison. Il faut savoir se construire sur des principes de continuité, de stabilité. Effectivement, le financier est important aujourd'hui. On le voit notamment au plus haut niveau avec la course à l'armement qui s'est engagée par certains clubs. Il est plus difficile en bas pour les clubs traditionnels qui sont que l'on a dans les petites et les moyennes villes de suivre cette course à l'armement. Donc c'est un des problèmes aujourd'hui dans l'évolution du rugby français, trouver un équilibre entre ces finances et aussi pouvoir continuer à faire évoluer des clubs qui aujourd'hui sont en souffrance. Bon, merci Pierre pour votre regard sur le rugby d'aujourd'hui. Le rugby professionnel générait 5000 emplois en France. C'est la Ligue nationale de rugby qui a fait une étude l'an passé. Mais comment sont calculées ces retombées économiques ? Et les clubs devenus de vraies marques sont-ils vraiment aussi rentables que les chiffres laissent paraître ? Enquête à Brive-la-Gaillarde, le club phare du Limousin, champion d'Europe en 1997. C'est aujourd'hui l'un des plus petits budgets de l'élite du rugby français. Brive-la-Gaillarde, 47 000 habitants, tranquille sous-préfecture de Corrèze, son centre-ville harmonieux, sa gastronomie, sa douceur de vivre et surtout son club aux 108 ans d'histoire. Prononcez le nom Brive partout ailleurs en France, il y a toutes les chances qu'on vous réponde rugby. Le CAB, c'est l'emblème, le symbole de la ville, un vecteur incomparable de notoriété, mais aussi un pilier de l'économie locale. Par quel biais, c'est ce que l'on va tenter de savoir. Notre enquête débute ici, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze. Ne vous fiez pas à l'architecture un peu austère du bâtiment. À l'intérieur, ça phosphore. En 2016, la CCI a justement réalisé une étude sur l'impact économique du CAB, chiffré à plusieurs dizaines de millions d'euros. La méthode retenue pour cette étude est issue de l'aviation civile, qui cherchait à l'origine à mesurer les retombées financières des aéroports. Les principes restent les mêmes pour le sport ou la culture. À Brive, il a fallu près de 6 mois de travail à Anne Mombrinier et son équipe pour évaluer l'impact économique du CAB. Bilan, un gros gâteau de 53 millions d'euros que l'on partage en 3 parts. L'impact direct, en fait, c'est l'impact lié au fonctionnement du club. À la fois les frais de personnel, à la fois la fiscalité locale générée par le club, les achats et puis les investissements du club. Les premières retombées proviennent naturellement du club lui-même. Par quel mécanisme ? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec Jean-Pierre Bourliato, directeur général du CAB. Outre les émoluments des 76 salariés, il y a les intérimaires les jours de match, les divers prestataires. Le CAB est une PME qui injecte près de 10 millions d'euros sur le territoire en s'imposant des règles claires. Il faut qu'on fasse travailler l'économie locale si l'on veut perdurer. C'est un choix qui a été décidé en 2010, lorsque le club était en difficulté. C'est un système gagnant-gagnant pour l'économie locale et pour le club ? C'est un système gagnant-gagnant, effectivement. Retour au fameux gâteau et sa deuxième part évaluée à plus de 5 millions d'euros. L'impact indirect, c'est l'impact lié aux spectateurs. Et nous différencions donc les spectateurs locaux, qui forcément dépensent un peu moins, des spectateurs extérieurs au territoire.
On pense évidemment aux fidèles entre les fidèles, ces abonnés qui, en plus de leur carte annuelle à 400 €, fréquentent buvettes et boutiques officielles. Avant le match, on va boire un demi et après, pendant la mi-temps, on y revient et puis après le match, on y revient. Voilà, on fait que ça. J'ai acheté il y a 3 mois une casquette, une écharpe et puis voilà. Oui, ça coûte quelques sous, mais bon, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Moi, je ne vais pas à la pêche, je ne vais pas à la chasse, donc voilà, je mets l'argent là, faire une partie, quoi, un peu. Si le fan local dépense en moyenne 33 € par match, le panier grimpe quand il vient de plus loin, jusqu'à 67 € pour un supporter de l'équipe visiteuse. Dans ce restaurant du centre-ville, visiblement, on aime le rugby, mais on aime aussi et surtout les soirs de match à domicile où l'établissement ne désemplit pas. On va aller demander au chef quelques précisions. Ce sont des très très grosses soirées pour nous, car ça draine énormément de monde, je dirais, même sur les extérieurs, parce qu'il n'y a pas qu'à Brive que les supporters sont là. Il y a aussi sur la région, on va dire, de Limoges, où on accueille régulièrement maintenant des gens qui descendent exprès pour ces matchs-là. Je ne dirais pas qu'on double nos marchandises, mais presque. Mais on voit quand même que l'incidence d'une victoire a une incidence sur la consommation. Nous sommes à peine à quelques centaines de mètres du stadium et quelque chose me dit que dans cet hôtel, on apprécie tout particulièrement les supporters visiteurs. Les retombées, enfin je parle en termes de réservation, c'est surtout Racing Métro, Stade Français, Toulon, Bordeaux se fait dans la journée, Clermont aussi. Plutôt les équipes lointaines en fait qui viennent consommer dans les hôtels. Et au-delà de ça, il y a aussi tout le staff qui gravite autour d'un match de top 14. C'est-à-dire tout ce qui est équipe télé. Tous ces gens-là ont besoin de se loger, ont besoin de se restaurer et ça représente quand même un nombre de clients supplémentaires assez important. Quant à la troisième part du gâteau, près de 38 millions €, c'est l'impact induit qui reste difficile à estimer avec précision. C'est le rôle d'entraînement donc dans l'économie du territoire, des bénéfices des 2 premiers impacts. Concrètement, le CABCL verse donc un salaire à un joueur qui lui-même acquiert un bien immobilier et donc pour restaurer ce bien, admettons, fait travailler des artisans locaux. Si l'on résume l'étude de la CCI, commandée et payée par le club et les collectivités, pour 17,4 millions de budget, le CAB génère 53 millions de retombées pour le bassin de Brive. Autrement dit, 1 € investi dans le club, c'est 3 € de bénéfices pour la ville. Des chiffres impressionnants, mais sont-ils incontestables? Pour en avoir le cœur net, direction le Centre de droit et d'économie du sport à Limoges. L'étude de la CCI en main, nous voici donc à Limoges, au CDES, une structure qui a acquis une réputation internationale. Quelques-uns des meilleurs sportifs français sont venus se former ici pour leur reconversion, de Laurent Blanc à Zinedine Zidane en passant par Thomas Voeckler et même un certain Nicolas Godignon, l'actuel entraîneur principal du CAB. Et la surprise, Jean-Jacques Gouguet, professeur d'économie qui fait référence, réfute les conclusions de la CCI. Les cabinets trouvent toujours des chiffres complètement exorbitants. En règle générale, les universitaires, nous trouvons des chiffres beaucoup plus raisonnables. Si vous voulez un exemple, la Coupe du Monde de rugby 2007 en France, un cabinet trouvait 8 milliards d'euros de retombées économiques, là où le CDES, nous avons trouvé simplement 500 millions. Ce décalage s'explique essentiellement par des défauts de méthode. C'est-à-dire que de multiples erreurs émaillent le calcul. Et toutes ces erreurs, toutes vont dans le sens d'une surévaluation considérable de l'impact réel. Le Centre de droit et d'économie du sport n'a pas travaillé spécifiquement sur le cas briviste, mais évoque une situation économico-sportive proche, celle de l'un des clubs de football d'Ajaccio. Nous venons de terminer l'étude sur l'impact économique de l'ACA Ajaccio sur l'agglomération d'Ajaccio. Nous trouvons 8,7 millions d'euros. Bon, on a des territoires qui sont de grandeur, si vous voulez, à peu près comparables. Donc, arriver à 53, et quelques millions, ça me semble tout à fait exagéré, oui. Un plaquage viril mais correct, semble-t-il. Dans ces conditions d'incertitude chiffrée, comment se positionnent les acteurs publics? Élément de réponse avec Frédéric Soulier, maire de Brive.
Au fil des ans, la part du financement public dans le budget du CAB a considérablement diminué, 10% actuellement, soit 1 750 000 €. Nous, on peut considérer qu'aujourd'hui, notre place, elle est dans l'amélioration de l'outil de travail, plutôt que dans la subvention ou dans l'achat de prestations. Et dernièrement, pour la mise aux normes nécessaire sur la partie éclairage, plus de 400 000 €, les aménagements sur l'outil de travail, sur la partie vestiaire, 250 000 €, on est bien là dans l'amélioration de l'outil. Prochains investissements, la pelouse et à terme une 4e tribune financée par le club. Ils n'ont pas le même maillot politique, mais ils ont la même passion. Après Frédéric Soulier, rencontre avec l'ancien maire de Brive, Philippe Noche, désormais conseiller régional. La région Nouvelle-Aquitaine qui a cette année harmonisé ses subventions aux clubs sportifs professionnels. Résultat, moins 180 000 € pour le CAB par rapport à ce que versait l'ancienne région Limousin. L'environnement économique à Bordeaux n'est pas le même qu'à Brive. Mais Brive et Agen, c'est à peu près comparable. Enfin, voilà, je pense que la solution d'y aller tranquillement, progressivement, en mettant bien l'accent sur l'accompagnement des centres de formation, c'est ce qui permet que chacun s'y retrouve à peu près. Et puis il y a bien sûr toutes les retombées impossibles à quantifier financièrement, des relations d'affaires aux questions d'image. Des joueurs utilisés comme mannequins, des mentions au moins hebdomadaires dans la presse nationale. Pour l'office de tourisme de la ville, la présence d'un club en top 14 est clairement une aubaine. Moi, ce que je vois pour avoir été dans différents départements et différentes régions de France, c'est la facilité que l'on a à communiquer à l'extérieur par ce biais-là. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'élite nous ouvre des portes. Travailler l'international, on ne pourrait pas le faire tout seul. Et grâce à la marque Brive CAB CL, on peut le faire. On l'a vu, il est difficile de chiffrer avec précision l'impact économique réel du club sur la ville. Mais une chose est sûre, Brive et la Corrèze se portent mieux avec le CAB en top 14 que sans. Le club demeure la première entreprise de spectacle du département. Argent et professionnalisation ont-ils vraiment changé le rugby? C'est la question centrale de cette enquête de région. Nous sommes ici toujours à l'Aviron Bayonnais avec un nouvel invité, un grand nom du rugby français. Bonjour Yves Apriou. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez été entraîneur et champion de France en 91 avec le CABBG, aujourd'hui devenu l'Union Bordeaux-Bègles. Et vous êtes aussi cofondateur de Drop de Béton, une association pour l'éducation et l'insertion sociale via le rugby. Le rugby professionnel aujourd'hui a-t-il, selon vous, bouleversé les fondamentaux de ce sport populaire? D'une certaine manière, oui, je pense. Je suis enseignant, j'étais enseignant à la faculté des sciences du sport, professeur agrégé de PS. J'avais donc un métier. Et j'ai été joueur de rugby en première division pendant 17 ans, donc toute ma carrière. Je suis devenu très vite ensuite préparateur physique et entraîneur, mais tout en ayant mon métier. Vous voyez, donc c'est une autre époque. Et c'est vrai que ça basculait complètement dès cette année 95-96, où le professionnalisme s'est mis en place et a effectivement, sur plusieurs espaces en France, sur plusieurs grandes villes en France, mis tout ça en route. Dans votre association Drop de Béton, quand vous mettez en avant ces valeurs, c'est compliqué de dire aux gamins, voilà, c'est un sport de solidarité quand on voit par exemple la violence, les chocs. Alors ça attire beaucoup moins les gamins et gamines qu'avant. Parce qu'on a gamins et gamines à l'association. Et effectivement, la question que vous me posez là, il y a souvent, c'est souvent des dames d'ailleurs qui me disent, mais Yves ou Monsieur Apriou, vous qui êtes un grand penseur qui a réfléchi encore sur le rugby, vous croyez qu'à l'heure actuelle, moi, maman, j'ai envie de laisser ma petite gamine ou mon petit garçon aller dans une école de rugby? Donc, vous voyez, la question se pose, effectivement. Donc c'est pas facile, du coup, de travailler avec ces valeurs mais de rugby. Il me semble que c'est d'autant plus intéressant parce qu'effectivement, ça doit permettre d'aller encore plus loin dans la maîtrise, dans le contrôle de ce genre de choses et dans la préparation aussi de ce genre de choses. Parce qu'on le voit dans un autre sens, regardez là, nous sommes dans les tribunes, le public encore du rugby reste quand même, partage ce que nous sommes en train de dire là, et je crois que les joueurs aussi le partagent, certains d'ailleurs le disent de manière assez forte. Pour le rugby amateur, est-ce que le rugby professionnel doit l'aider plus concrètement, financièrement, avec des moyens? Je pense que oui, j'en suis même intimement convaincu. Alors ça va pas être simple, ce n'est pas simple, parce qu'il y a à certains moments sans doute des effets divergents, parce qu'il y a d'abord le coût de leur propre fonctionnement.
Mais je crois qu'un rugby amateur coûte beaucoup moins cher d'une certaine manière. Donc on doit pouvoir trouver des solutions. Il y en a quelques-unes qui se mettent en place autour après de bassins, de centres, de recrutement, de formation, d'éducation, de public aussi que l'on peut inviter. D'où par exemple l'UBB nous offre 300 places pour les gamins de drop de béton, et les gamines et les gamins handicapés lorsqu'il y a des matchs samedi prochain. Donc il y a toujours de la solidarité. Ben, il y a toujours de la solidarité, ouais. Je crois que tant qu'on aura ça, le monde anglais, anglo-saxon le montre encore plus. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et ne pas rester au contraire sur de la distension entre les deux. En 2023, la France accueillera la Coupe du monde de rugby. Bordeaux sera l'une des villes hôtes. Les retombées économiques sont estimées à 1 milliard d'euros pour le pays. Ce sera aussi un jackpot pour la Fédération française de rugby. Elle a d'ailleurs promis d'en faire bénéficier les petits clubs. Des petits clubs dont les effectifs pourraient s'envoler. Après la précédente Coupe du monde en France, les inscriptions avaient bondi de 25% dans les écoles de rugby. Dans le prochain numéro d'Enquête de Région, gros plan sur la sauvegarde du patrimoine. D'ici là, retrouvez-nous sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir suivis.